Je ne sais même pas comment expliquer ça sans que ma poitrine se serre. Je n'étais même pas en colère ce soir-là. C'est ça qui est étrange. Je ne criais pas. Je ne jetais rien. J'étais juste fatigué. Et je n'ai su que j'étais fatigué que lorsqu'elle a dit ce qu'elle a dit. Bon, écoutez, je m'appelle James. J'ai 39 ans. Je vis à Saint Paul, Minnesota. Je suis responsable logistique pour une grande entreprise régionale de la chaîne d'approvisionnement, en système hybride. 3 jours au bureau, 2 à la maison. Rien de glamour, mais ça paie bien. J'y suis depuis des années et je suis bon dans ce que je fais. Ma femme, enfin, ma future ex, Vanessa, a 36 ans. Elle est administratrice de bureau dans une clinique dentaire. C'est le genre de femme qui poste des mèmes à 13h tous les vendredis et qui adore ses toiles imprimées vie, rit, aime. Avant, je la trouvais charmante. Vraiment. Maintenant, je pense qu'elle était juste très douée pour cacher qui elle était vraiment jusqu'à ce qu'elle n'ait plus à le faire. Bref, la soirée où tout a commencé à s'effondrer était un vendredi. La meilleure amie de Vanessa, Amanda, nous a invités à dîner chez elle. Rien de spécial, juste nous 6, Amanda, son frère Kevin, un couple que Vanessa connaissait de son cours de yoga, et nous. La maison d'Amanda est jolie. Une maison de ville à Highland Park. Cuisine ouverte, agencement confortable, et ça sent le santal et le romarin chaque fois que vous entrez. Je ne voulais même pas y aller. J'étais crevé du travail, mais Vanessa a insisté. Tu es toujours à la maison, James. Tu peux essayer d'être un être humain pour une fois. C'était sa façon de demander gentiment les choses. Alors j'y suis allé, j'ai mis une chemise propre, un jean sympa, et j'ai apporté une bouteille de vin que j'ai achetée chez Total Wine en chemin. Je pensais qu'on allait manger, discuter et rentrer à la maison vers 22h. Au lieu de ça, on m'a découpé en morceaux comme si j'étais à un procès. Nous nous sommes assis pour dîner. Amanda avait préparé du saumon, un truc avec du couscous, de la salade. Tout le monde buvait du vin, parlant de banalités, les séries Netflix, comment les conducteurs du Minnesota perdent la tête quand il neige, ce qui arrive chaque année, et comment les pantalons de yoga sont apparemment le nouveau jean. Je souriais, faisais des blagues légères, j'essayais juste de m'intégrer et de ne pas être le mari ennuyeux. Puis Amanda dit quelque chose comme « Alors, Vanessa, comment ça va avec ton homme ?» sur un ton de plaisanterie. Et Vanessa, sans réfléchir, lâche, honnêtement, je ne le supporte plus. Il tue l'ambiance de tout. Tout le monde a ri, mais ce n'était pas un rire amusé. C'était ce rire gêné du genre « Est-ce qu'elle est sérieuse ?» Je l'ai regardé comme pour dire « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Elle a redoublé. Je veux dire, tu étais amusant avant, James. Maintenant, tu t'assois juste dans ton petit coin pour travailler, en respirant comme si tu avais 60 ans. Tu ne fais jamais rien de spontané. Pas de voyage, pas de blague, juste cette énergie de père de famille et un jugement silencieux. Je n'ai pas répondu. Je suis juste resté assis, à la fixer. J'ai serré la mâchoire, mais je n'ai pas parlé parce que qu'est-ce que vous dites à votre propre femme quand elle dit ça devant 5 autres personnes, y compris sa meilleure amie? Amanda était en face de moi, comme figée, sa fourchette en l'air. Kevin a baissé les yeux sur son assiette. Le couple de yoga souhaitait clairement disparaître. Et Vanessa. Elle souriait, buvant son vin comme si elle venait de gagner quelque chose. Je me suis levé. Je n'ai pas été impoli. Je n'ai pas renversé ma chaise ni fait de scène. J'ai juste dit, j'ai besoin de prendre l'air, et je suis sorti sur le balcon. Et c'est là que c'est arrivé. Amanda m'a suivi. Des pas silencieux. J'ai entendu la porte coulissante s'ouvrir derrière moi et j'ai senti sa présence avant qu'elle ne dise quoi que ce soit. Elle s'est penchée, m'a touché légèrement le coude et a murmuré très bas, « Attends-moi dehors. » Dans 10 minutes. Je me suis figé. Je l'ai regardée. Elle ne souriait pas. Elle ne flirtait pas. Ses yeux semblaient désolés, en colère, comme si elle avait vu quelque chose qu'elle ne pouvait pas effacer de son esprit. Puis elle s'est retournée et est rentrée à l'intérieur. Je suis resté là, sur le balcon, essayant toujours de digérer ce que Vanessa avait dit. Pas parce que c'était choquant, elle était froide depuis un moment, mais parce qu'elle a choisi de le dire là, comme si elle voulait m'humilier. C'est ça qui m'a marqué, qu'elle avait besoin d'un public. Quelques minutes ont passé. Je suis rentré, j'ai dit au groupe « Merci pour le dîner » et je suis sorti dans l'allée. Il faisait froid.
Mon camion, un Tacoma de 2020, était garé le long du trottoir. Je me suis appuyé dessus, les bras croisés, respirant simplement. Et puis, comme sur un signal, Amanda est sortie en enfilant son manteau. Elle n'a rien dit tout de suite, s'est juste approchée, s'est tenue à côté de moi et a allumé une cigarette. Elle ne fume même pas. Je pense que c'était juste une habitude qu'elle avait prise à cause du stress. Ou peut-être qu'elle avait besoin d'une excuse pour être là dehors avec moi. Après un moment, elle a dit, « Tu ne méritais pas ça. » J'ai hoché la tête. C'est pas grave. Non, James, ce n'est pas grave. C'était cruel. Elle s'est tournée pour me faire face. Tu as toujours été bon avec elle. Peut-être ennuyeux parfois, mais stable. Elle le sait. Elle s'en fiche, c'est tout. Je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai juste regardé le ciel. Silence. Elle a continué, la voix plus basse, ça fait un moment qu'elle dit du mal de toi. Je n'ai rien dit parce que je sentais que c'était son mariage, pas mes affaires. Mais ce soir, ce n'était pas se défouler. C'était du pur manque de respect. Je l'ai regardée et j'ai demandé, pourquoi maintenant? Elle a tiré une longue bouffée de sa cigarette, a expiré. Parce que c'est différent quand on le voit. Tu n'as pas réagi, James. Tu l'as encaissé comme un homme. Et maintenant je réalise que tu fais probablement ça depuis des années. Ça m'a frappé fort. Elle avait raison. Ça faisait des années que j'avalais ses piques. Ses regards de côté, ses compliments à double sens, son indifférence, la façon dont son visage s'illuminait quand son téléphone vibrait, mais jamais quand je rentrais à la maison. Et pourtant, je suis resté. J'ai cuisiné. J'ai payé les factures. Je lui ai réparé un pneu crevé à minuit une fois pendant une tempête de neige. Et pourquoi? Pour me faire traiter de perdant sans joie devant des étrangers. Amanda a écrasé sa cigarette sur le sol et m'a regardé une dernière fois. Si tu décides de la quitter, je te soutiendrai. Tu n'es pas le méchant ici. Tandis qu'elle rentrait, je suis resté assis dans mon camion pendant peut-être 20 minutes avant de rentrer à la maison. Vanessa est arrivée plus tard ce soir-là, claquant les portes comme si c'était moi qui l'avais mise dans l'embarras. Je n'ai même pas discuté. Je suis juste allé me coucher. C'est cette nuit-là que quelque chose a changé en moi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait mes valises. J'ai juste pris une décision silencieuse. Elle pense que je suis ennuyeux, froid, un homme vide. Très bien. On va voir comment elle gère ça quand je lui montrerai à quoi ressemble le vrai silence. Après ce dîner chez Amanda, je n'ai pas parlé à Vanessa de tout le week-end. Je n'étais pas en colère au point de crier. J'étais silencieux. Non, sérieusement, avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un tirait sur vos ficelles jusqu'à ce que vous restiez simplement inerte? C'est là que j'en étais. Le samedi matin, je me suis levé tôt. Normalement, je nous prépare du café, vous savez? Je moule les grains, j'utilise la cafetière à filtre, un début de journée très calme. Ce jour-là, je ne l'ai pas fait. J'ai juste pris mes clés et je suis parti. Sans un mot. J'ai conduit jusqu'à un restaurant où j'allais avant de me marier. Un petit endroit sur Randolph Avenue, Leo's Breakfast and Grill. Il y avait toujours la même serveuse, il passait toujours du rock doux des années 90. Je me suis assis dans un coin et je n'ai même pas touché à ma nourriture. J'ai juste regardé par la fenêtre avec mon café noir et mes œufs brouillés qui refroidissaient. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à envoyer un message à Amanda. Peut-être parce qu'elle était la seule à ne pas avoir détourné le regard quand Vanessa m'a poignardé en plein cœur devant tout le monde. Peut-être parce que sa voix cette nuit-là est restée dans ma tête. Alors je lui ai écrit, « Tu es dans le coin aujourd'hui? Je veux juste parler. » Elle a répondu rapidement. Oui. Passe vers 11h. Je serai à la maison. J'y suis allé. Elle a ouvert la porte en sweat à capuche et leggings. Les cheveux attachés. Pas de maquillage. Sans essayer d'impressionner qui que ce soit. Elle avait l'air fatiguée aussi, comme si elle n'avait pas bien dormi non plus. Nous nous sommes assis sur son balcon, le même où j'étais il y a 2 nuits pendant que ma dignité se vidait de son sang. Elle m'a donné une tasse de café. Elle n'a pas dit un mot pendant un moment. J'en étais reconnaissant. Plus personne ne vous offre le silence sans malaise. Puis elle l'a rompu. Ça va? J'ai ri. Pas un rire amusé.
Plutôt ce genre de rire sec et creux qu'on fait quand il ne reste plus rien d'autre. Définis-le bien. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait. Elle a pris une gorgée. Puis elle l'a dit. Je sais pour le type. Je l'ai regardé. Quel type? Celui qui lui envoie des messages. Le type de ses années d'université. Travis, je crois. Son nom est sorti dans la conversation plusieurs fois. Vanessa agit comme si c'était inoffensif, mais j'ai vu les messages. Elle me les a montrés il y a quelques semaines, en se vantant. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste fixé. J'ai senti mon sang se glacer. Il flirte. Il est à Chicago maintenant. Elle a dit qu'elle pourrait aller lui rendre visite si les choses ne s'amélioraient pas avec toi. Votre âme est-elle déjà tombée jusqu'à vos pieds? C'est ce que j'ai ressenti. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis et j'ai laissé cela m'envahir. Amanda l'a vu sur mon visage. Elle a tendu la main et a posé la sienne sur la mienne. Je n'aurais pas dû me taire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle t'humilie de cette façon. Cette nuit-là, ça a dépassé les bornes. J'ai dit, alors, tu es en train de dire qu'elle me trompe? Amanda a secoué la tête. Émotionnellement, à 100% physiquement, je ne sais pas. Pas encore. Pas encore, m'a frappé fort. Alors je suis rentré à la maison. Vanessa était dans la cuisine en train de faire un smoothie. Elle n'a même pas levé les yeux. Tu as disparu toute la matinée, a-t-elle dit. J'ai simplement répondu, oui. Elle a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, tu es si dramatique ces derniers temps. Je suis passé devant elle, je suis entré dans notre chambre, je me suis assis à mon bureau, j'ai ouvert mon ordinateur portable et c'est là que j'ai commencé à planifier. Sans crier, sans partir, sans rien de bruyant, juste planifier. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir notre compte bancaire joint. Je l'avais lié à mon compte courant chez Wells Fargo, et elle avait le sien pour ses dépenses personnelles, mais je déposais toujours sur le compte joint. J'ai changé ça. J'ai créé un nouveau compte, privé, juste à mon nom, et j'ai redirigé mon virement direct pour qu'il aille là-bas. Ça m'a pris peut-être 5 minutes. Deuxièmement, je me suis connecté à l'application de sa voiture. Elle conduit un Kia Sorento. Le concessionnaire a installé un système de suivi GPS quand nous l'avons acheté il y a 2 ans, et elle ne savait pas que je ne l'avais jamais désactivé. Je me suis connecté, j'ai vérifié les destinations récentes. L'une d'elles, un bar à Uptown où nous ne sommes jamais allés. Le même bar dont Travis avait posté des photos sur son Instagram 2 soirs avant ce dîner. Coïncidence? Peut-être, mais je n'allais pas compter là-dessus. J'ai aussi commencé à enregistrer les conversations. Pas toutes, juste celles qui comptaient. Le Minnesota est un état de consentement unilatéral, ce qui signifie que je peux légalement enregistrer tout ce dont je fais partie. J'appuyais sur enregistrer sur mon téléphone et je le laissais tourner quand nous parlions le soir. Les choses qu'elle disait, des choses comme « je me sens piégé ». Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Parfois, j'imagine ce qu'aurait été ma vie si je t'avais dit non. Et pour couronner le tout, une nuit, elle a pensé que je dormais. Elle était dans la salle de bain, au téléphone, chuchotant, riant. J'ai appuyé sur enregistrer. Non, je te verrai bientôt. James ne se doute toujours de rien. Ne t'inquiète pas, il ne va nulle part. Il ne le fait jamais. C'était tout ce dont j'avais besoin. Je ne l'ai pas confronté. Pas tout de suite. À la place, j'ai annulé notre voyage au Colorado pour son anniversaire dans 2 mois. Nous devions nous envoler pour Denver, séjourner dans un chalet avec des amis. J'ai appelé la location, annulé la réservation, obtenu un remboursement partiel et je l'ai transféré sur mon compte privé. Puis j'ai commencé à emballer de petites choses. Pas assez pour qu'elle s'en aperçoive, juste quelques dossiers de travail, des photos de quand j'étais célibataire, quelques livres, ma collection de montres. Je les ai déplacés dans un box de stockage. Silencieusement, avec soin. Vanessa a remarqué le changement d'énergie, mais elle n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas. « Tu es bizarre », a-t-elle dit un soir. « Je suis juste fatiguée », lui ai-je dit. Puis Amanda a appelé. « Et » a-t-elle dit, « ça va ?» Je lui ai raconté tout ce que j'avais fait. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit « Bien. » Ne la laisse pas retourner la situation. Elle va jouer la victime dès que tu la confronteras.
Elle a proposé de témoigner si nous allions au divorce. Elle avait des captures d'écran de Vanessa se vantant de Travis. Elle avait son propre souvenir de ce qui avait été dit au dîner. Elle me couvrait. Cela signifiait plus que je ne peux l'expliquer. Le fait est que je n'essayais pas de gagner. Je voulais juste ma paix. Je voulais sortir de là avec dignité. Si elle voulait Travis, elle pouvait l'avoir, mais pas avec mon argent. Pas en traînant mon nom dans la boue. Alors j'ai continué à collecter, en silence. Un soir, une semaine plus tard, elle m'a regardé pendant que nous nous brossions les dents et a demandé « Tu me trompes ou quelque chose comme ça ?» J'ai ri. Le premier rire sincère depuis des semaines. Non, ai-je dit, pas encore. Elle a plissé les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai craché mon dentifrice. Tu le sauras. Elle n'a plus demandé. Mais cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des années. Parce que pour la première fois depuis longtemps, c'était moi qui avais le contrôle. Je savais exactement comment je voulais que ça se termine. Je ne cherchais pas le drame. Je ne voulais pas un moment de film Netflix ou brûler la maison. Je ne suis pas comme ça. Je voulais juste qu'elle sache vraiment, que je voyais qui elle était, que je savais tout et que je n'étais pas brisé. Elle a sous-estimé le mauvais homme. Alors, quand Amanda m'a écrit pour me dire qu'elle organisait un autre dîner 2 semaines après le dernier, j'ai eu l'impression que l'univers m'avait servi la pièce sur un plateau. Le même groupe, la même maison, même les mêmes stupides verres à vin. Vanessa ne se doutait de rien. On va chez Amanda vendredi, a-t-elle demandé, tout à fait naturellement, en se faisant les ongles sur le canapé. J'ai hoché la tête. Oui, ce serait impoli de ne pas y aller. Elle a souri comme si nous étions de nouveau un couple heureux. C'est dire à quel point elle était inconsciente. Mais derrière ce visage calme, j'avais déjà tout préparé. Laissez-moi vous détailler ça. J'avais l'audio, ce mémo vocal qu'elle ne savait pas que j'avais enregistré, où elle chuchotait au téléphone qu'elle verrait Travis bientôt et que je ne me doutais de rien. J'avais prévenu Amanda. Elle avait vu les messages. Elle a proposé de me soutenir si j'avais besoin d'un témoin. J'avais déjà rencontré un avocat spécialisé en divorce, un requin du comté de Ramsey nommé Marc Devlin. Vous entrez dans son bureau et vous sentez que rien n'échappe à son radar. Il m'a dit tout ce que je devais savoir sur les lois du Minnesota. Divorce sans faute, partage équitable. Mais, et c'était la clé, si vous pouvez prouver une mauvaise utilisation des fonds matrimoniaux ou un abandon émotionnel, cela peut faire pencher la balance. Et j'avais des preuves des deux. Le vendredi du dîner est arrivé. Vanessa portait cette robe verte que j'aimais tant avant. Je ne l'aimais plus. Je ne ressentais rien. Je n'étais même pas en colère. Je l'ai juste regardé et j'ai vu quelqu'un que je ne reconnaissais pas et, honnêtement, que je ne voulais plus connaître. Nous avons pris la voiture. Elle a parlé tout le temps de potin du travail d'Amanda, de la façon dont sa collègue Kelly était retournée avec son ex toxique. L'ironie était brutale. Je me contentais d'hocher la tête. Amanda a ouvert la porte comme si de rien n'était, mais je l'ai vu dans ses yeux. Elle savait que ce soir allait être différent. Le dîner a commencé légèrement. Boisson, apéritif, beaucoup de faux rires. J'ai un peu parlé avec Kevin de la saison des Twins, même si le baseball ne m'intéressait plus depuis longtemps. Vanessa était en plein mode femme modèle, souriant, me touchant le bras, agissant comme si j'étais l'amour de sa vie. Cependant, tout le monde a remarqué que quelque chose n'allait pas avec moi. Je n'étais pas froid, mais j'étais aiguisé, calculé, concentré. Et puis, après le plat principal, je me suis levé et j'ai tapoté mon verre de vin. Clinc. Puis-je dire quelque chose rapidement? Tout le monde s'est tu. Vanessa m'a regardé, confuse mais toujours souriante. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert les mémos vocaux. J'ai appuyé sur Play et sa voix a rempli la pièce, non, je te verrai bientôt. James ne se doute toujours de rien. Ne t'inquiète pas, il ne va nulle part. Il ne le fait jamais. Un silence de mort s'est fait. On pouvait entendre la respiration de quelqu'un. Le visage de Vanessa est devenu blême, comme si on lui avait drainé jusqu'à la dernière goutte de sang. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est toi dans notre salle de bain, parlant au téléphone avec Travis. Elle a essayé de rire. Tu m'enregistres maintenant? C'est malsain. Tu sais ce qui est malsain, ai-je dit.
Dire à ton mari que tu ne le supportes pas. Le tromper émotionnellement, et peut-être plus. Et ensuite faire semblant que tout va bien quand tu veux continuer à profiter des avantages. Puis je me suis tourné vers Amanda. Tu te souviens de ce qu'elle a dit au dernier dîner, n'est-ce pas? Amanda m'a regardé, puis Vanessa, et a hoché la tête. Oui, je m'en souviens. Et je me souviens que tu m'as montré les messages. Tu as plaisanté sur le fait de prendre l'avion pour Chicago pour le voir. Vanessa s'est levée d'un bond. Amanda, mais qu'est-ce que tu racontes? Amanda est restée calme. Fini de te couvrir. Alors je me suis tourné vers la table. J'ai déposé une demande de divorce cette semaine. Elle ne le sait pas encore, mais elle le saura demain. J'ai déjà retiré mon argent, fermé l'accès au compte. J'ai des preuves de la dissipation des biens, de l'abus émotionnel, et j'ai un avocat qui ne plaisante pas. Vanessa était paralysée, comme si elle ne pouvait pas le croire. Je pense que dans sa tête, je serais toujours le type silencieux qui encaisserait simplement. Qui resterait assis là et accepterait les miettes qu'elle me jetterait. Pas cette fois. Elle a essayé de parler, mais ce n'était que du bruit. Tu fais ça juste pour m'embarrasser. J'ai secoué la tête. Tu t'es embarrassée toute seule. J'ai juste monté le son dans la pièce. Je me suis dirigé vers la porte, j'ai regardé en arrière une dernière fois et j'ai dit, tu auras des nouvelles de Marc Develin. Assure-toi de tout lire avant de signer. Et je suis parti. Je suis monté dans mon camion, je suis resté assis une seconde et j'ai simplement respiré. Pas un soupir dramatique, juste calme, en paix. C'était fait. Ce soir-là, je suis resté dans un petit Airbnb de l'autre côté de la ville. Quartier calme, grande fenêtre. Je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois. J'ai dormi comme un bébé. Le lendemain matin, mon téléphone avait 10 appels manqués. De Vanessa, un de sa mère, 2 messages d'un numéro inconnu, probablement Travis. Je n'en ai ouvert aucun. À la place, j'ai appelé mon avocat et je lui ai dit qu'il était temps de signifier les papiers. Il l'a fait ce lundi-là. Et les conséquences, ouah, Vanessa a perdu la tête. Elle a essayé de me faire passer pour le monstre. Elle a dit à ses amis que je l'avais prise par surprise, que j'avais manipulé la situation, mais ça n'a pas pris. Amanda n'a pas reculé. Kevin a raconté aux gens ce qui s'était passé. Même sa propre mère lui a dit qu'elle avait dépassé les bornes. Elle pensait qu'elle garderait la maison. Eh bien, non. J'avais la preuve qu'elle avait utilisé nos fonds communs pour des frais d'hôtel, des trajets en Uber pour rencontrer Travis et des virements Venmo étiquetés avec des émojis cœur. Nous les avons tous retracés. Elle a fini par obtenir beaucoup moins que ce à quoi elle s'attendait. Le juge n'a pas apprécié. Elle a essayé de retarder la procédure. Elle a essayé de pleurer au tribunal. Rien de tout cela n'a fonctionné. Quant à moi, j'ai complètement déménagé, j'ai acheté un nouvel endroit, plus petit, plus calme, toujours à Saint-Paul. Rien de luxueux, mais c'est à moi. Complètement à moi. Amanda et moi parlons toujours. Rien de romantique. Du moins pour l'instant, mais nous sommes proches. Elle se soucie de moi. C'est la seule personne qui m'a vraiment vu pendant tout le processus. Je ne suis pas rancunier. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. Fini d'être le plan B. Fini d'être le punching ball émotionnel. Fini d'être le type qui ne va nulle part. Elle a dit qu'elle ne me supportait pas. Eh bien, maintenant elle n'a plus à le faire. Et d'après ce que j'entends, elle le regrette tous les jours. Mais je ne réponds plus à ses appels. La paix, mec. La paix est addictive une fois que vous y goûtez enfin. Histoire 2, elle a affirmé, je ne suis pas excité. J'étais triste, mais sa cousine a dit, moi, si, et beaucoup. Laisse-moi. J'aimerais être en train d'inventer ça. J'aimerais pouvoir m'asseoir ici et vous dire que j'ai mal entendu, mais non. J'ai entendu chaque maudit mot. Vous voulez savoir le pire quand on est marié à quelqu'un qui cesse lentement de vous désirer? Ce n'est pas le silence. Ce n'est pas le manque de sexe. C'est quand vous entendez cette personne le confirmer à voix haute d'une manière qui vous arrache le peu de dignité auquel vous vous accrochiez encore. Ce moment m'a frappé comme un putain de camion. Alors, laissez-moi rembobiner un peu. Je m'appelle Zach. Zach Morris. J'ai 33 ans, je suis cariste dans un grand entrepôt à Omaha. Ce n'est pas glamour, mais c'est un travail honnête.
Je le fais depuis 8 ans. J'arrive tôt, je pars fatigué et je rentre chaque jour à ce qui était autrefois la paix. Avant, j'avais hâte de rentrer à la maison, de voir Chloé, ma femme. Elle a 31 ans, travaille à temps partiel comme assistante dentaire 3 jours par semaine. Elle a ce genre de beauté soignée, vous voyez ce que je veux dire? Les ongles toujours faits, les sourcils parfaits, les cheveux bouclés, même si on va juste chez Walmart. Quand on s'est rencontrés, elle était chaleureuse, drôle. Elle aimait que je sois stable. Elle disait, j'adore que tu aies les pieds sur terre, tu n'es pas un de ces types faux qui poursuivent des fantasmes. On s'est rencontrés par des amis lors d'un feu de camp. On a parlé pendant des heures de la vie, de la musique, des trucs de petite ville. Je ne pensais pas qu'une femme comme elle donnerait sa chance à un type comme moi, mais elle l'a fait. On est sortis ensemble pendant 2 ans, puis on s'est mariés en 2020. Avance rapide jusqu'à maintenant, 3 ans et demi de mariage, et je me suis senti comme un étranger dans ma propre maison. Plus de câlins spontanés, plus de messages coquins. Bon sang, plus de sexe à moins que ce ne soit mon anniversaire ou qu'elle ait bu 2 verres de vin et se sente coupable. Ça a commencé doucement. Elle est devenue obsédée par la thérapie TikTok. Toutes ces vidéos où les femmes disent que les hommes ne sont pas disponibles émotionnellement. Et que s'ils ne gagnent pas 6 chiffres, il faut le quitter. Je travaille plus de 50 heures par semaine. Je cuisine quand je peux. Je répare tout ce qui se casse dans la maison. Et jamais, pas une seule fois, je ne lui ai crié dessus ou je ne l'ai fait se sentir en insécurité. Mais soudain, je n'étais plus assez. Je n'étais pas excitant, je n'étais pas à sa hauteur. Juste son mari émotionnellement mou qui ramène les courses à la maison et lui demande comment s'est passée sa journée. Elle a commencé à avoir plus de soirées entre filles. Au début, je me disais, génial. Tout le monde a besoin de son espace. Mais ensuite, c'était chaque semaine, les jeudis et samedis, vin, maquillage, photos Instagram et Dieu sait quoi d'autre. La maison se remplissait de sa voix et de ses rires, mais je n'étais jamais inclus. Je suis devenu un personnage de fond. Un jeudi soir, c'est là que tout s'est vraiment passé. Elle a invité 3 de ses amis. Je les ai reconnus, sa cousine Aubrey, qui était en ville pour l'été, Madison, son amie célibataire et bruyante, et Taylor, la critique qui a divorcé 2 fois, mais qui se croit d'une manière ou d'une autre autorisée à donner des conseils sur les relations. Je venais de rentrer du travail. J'avais mal au dos, les genoux me faisaient mal, et tout ce que je voulais, c'était réchauffer les macaronis au fromage qui restaient et m'endormir devant des rediffusions de vieux matchs de football. Quand je suis entré, les filles en étaient déjà à leur 2e bouteille de vin bon marché, riant aux éclats dans le salon. Chloé m'a fait un signe de la main comme si j'étais le voisin, pas son mari. « Salut, chérie », a-t-elle dit. On est en pleine conversation de filles. Tu peux te détendre dans la chambre. On ne fera pas trop de bruit. Ça m'a un peu piqué, comme si j'étais un enfant qu'on envoie dans sa chambre pendant que les adultes s'amusent, mais bon. J'ai hoché la tête, je lui ai fait un bisou sur la joue et je suis allé dans la chambre. Je venais de m'asseoir sur le lit, sur le point d'allumer le ventilateur et peut-être d'écouter un podcast, quand j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Madison a demandé, d'une voix forte, « Alors, Chloé, vous le faites encore, vous savez ?» Il y a eu une pause. Je jure que mes oreilles se sont dressées comme celles d'un chien. Et puis Chloé a ri, pas un petit rire, un vrai rire. Et elle a dit, honnêtement, mon mari ne m'excite même plus. Je me suis figé. Elle l'a dit comme si elle commandait un café, comme si c'était une information sans importance. Sans hésitation, sans honte, juste comme ça. La pièce a éclaté de rire. Puis elle a ajouté, il est gentil, mais c'est juste que, je ne sais pas, parfois il est trop mou. Trop silencieux. Comme s'il n'avait pas de cran. Elles ont ri encore plus fort. Et ça, juste là, a brisé quelque chose en moi. Je ne suis pas sorti en furie. Je n'ai pas crié ou jeté des choses. Je me suis juste assis sur le bord du lit, regardant le sol, les poings serrés. C'était la femme dont je prenais soin. La femme pour qui je traversais la ville pour lui acheter je ne sais quoi quand elle avait des crampes. La femme que j'ai défendue quand sa propre mère la rabaissait. La femme que j'ai serrée dans mes bras pendant ses crises de panique. Et maintenant, devant ses amis, dans ma propre maudite maison, j'étais la chute d'une blague. J'ai entendu sa cousine Aubrey dire doucement, « Tu es sûr de vouloir dire ça ? Il est juste là. » Et Chloé lui a répondu sèchement, « Il doit déjà dormir. » Il s'en fiche.
Je m'en souciais plus qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté au lit à regarder le plafond pendant qu'elle continuait à boire et à rire dans la pièce d'un accent grave côté. Finalement, elles se sont toutes endormies dans le salon, leur verre de vin à moitié plein et taché de rouge à lèvres. Le lendemain matin, j'ai fait du café, je me suis assis sur le plan de travail de la cuisine pendant que Chloé entrait avec un de mes vieux sweats comme si de rien n'était. Elle a dit « Bonjour, chérie ». Elle m'a fait un bisou sur le front et m'a demandé si je voulais des pancakes. Je l'ai regardé et j'ai dit « Tu n'as même pas faim de moi. Pourquoi t'embêter à me nourrir ?» Son visage a pâli une seconde. Puis elle a souri maladroitement et a demandé ce que je voulais dire. Je n'ai pas répondu. J'ai juste siroté mon café et regardé par la fenêtre. Je voulais qu'elle le sente. Le silence, le poids de ses mots. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas me disputer. J'en avais juste fini de faire semblant que tout allait bien. Et vous savez ce qui est fou? Plus tard ce jour-là, j'ai reçu un message sur Instagram d'Aubrey, la cousine. Mais j'en parlerai ensuite. Avez-vous déjà reçu un message qui vous frappe directement à l'estomac? Pas parce que ça fait mal, mais parce que vous sentez que quelqu'un vous a vraiment vu quand personne d'autre ne le faisait. C'est ce qui s'est passé avec Aubrey. Je n'attendais rien d'elle. Honnêtement, je me souvenais à peine qu'elle était en ville jusqu'à ce que cette soirée vint ait lieu. Chloé a dit qu'elle était en visite d'Austin pour un moment, qu'elle restait chez sa tante au bout de la rue. Je l'avais vue quelques fois auparavant à des barbecues, mais nous n'avions jamais beaucoup parlé. Elle donnait toujours cette impression d'être fougueuse, sans filtre, du genre à dire ce qu'elle pense. Mais cette nuit-là, quand Chloé et ses amis me démolissaient dans le salon, riant du fait que son mari ne l'excitait plus, Aubrey était la seule à ne pas avoir ri. J'ai entendu sa voix. Basse, hésitante. Tu es sûr de vouloir dire ça? Il est juste là. Cette phrase est restée gravée en moi. Après que tout se soit calmé, peut-être vers 2 heures du matin, mon téléphone a vibré. Un message direct d'Instagram d'Aubrey. Tout ce qu'il disait était « désolé. Ce que Chloé a dit ce soir n'était pas cool. J'espère que tu vas bien. » Je suis resté à fixer l'écran pendant 1 minute entière. C'est incroyable comme un simple message peut ressembler à une bouée de sauvetage quand on se noie. J'ai répondu « Oui, j'ai entendu. » Chaque mot. Elle a répondu rapidement. Je m'en doutais. J'ai vu ton visage avant. Tu ne méritais pas ça. Je ne savais pas comment répondre. J'ai juste dit « Merci de dire ça. » Puis elle m'a envoyé un message qui m'a glacé. Pour info, je pense que tu es le genre d'homme pour lequel la plupart des femmes tueraient. Elle ne sait pas ce qu'elle a. Maintenant, laissez-moi faire une pause ici. Je ne cherchais pas à la tromper. Je n'essayais pas de draguer. J'étais marié, je portais toujours l'alliance, j'avais toujours l'espoir que peut-être Chloé et moi pourrions parler, arranger les choses, redevenir ce que nous étions. Mais ces mots, ils m'ont touché d'une autre manière parce que je n'avais rien entendu de tel depuis des mois, peut-être des années. Ma propre femme ne m'avait pas fait de compliments depuis une éternité. Tout ce que je faisais était soit attendu, soit insuffisant. Si je lui apportais des fleurs, elle disait « c'est pourquoi ». Si je faisais des heures supplémentaires, elle disait « tu n'es jamais à la maison ». Il n'y avait aucun moyen de gagner. Mais maintenant, voilà sa cousine qui m'envoie des messages comme « tu es authentique ». Ça se voit. Ce genre d'homme est rare maintenant. Et oui, quelque chose en moi s'est fissuré. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure cette nuit-là. Juste des messages. Rien de sale, rien de suggestif, mais l'ambiance était différente. Elle m'a posé des questions sur mon travail, m'a parlé de son emploi de barmaid à Austin, de la façon dont elle essayait de trouver sa voie dans la vie. Elle était vive, drôle, honnête. À la fin de la conversation, elle a dit « Dors un peu, Zach. Et ne laisse personne te faire sentir moins homme, surtout quelqu'un qui a cessé de te voir clairement. » Je n'ai pas beaucoup dormi, mais cette phrase est restée dans ma poitrine toute la nuit. Les jours suivants ont été étranges. Chloé est revenue à la normale, polie, distante, regardant TikTok sur le canapé, buvant du café glacé comme si de rien n'était. Je n'ai pas abordé ce que j'avais entendu. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de savoir à quel point elle m'avait blessé. J'ai gardé les choses cordiales, calmes, mécaniques. Aubrey ne m'a plus écrit. Pas pendant quelques jours, mais quand elle l'a fait, ce n'était pas par Instagram.
C'était un SMS. Je n'avais aucune idée de comment elle avait eu mon numéro, mais son message disait « Salut, c'est Aubrey. J'espère que ça ne te dérange pas. Je voulais juste savoir comment tu allais. » Ça ne me dérangeait pas. Nous avons de nouveau échangé des messages ce soir-là. Toujours rien de louche, mais il y avait maintenant une tension. Ce genre d'énergie qui mijote, où vous ne franchissez pas une ligne, mais vous êtes définitivement juste dessus. Un soir, Chloé est partie pour un autre week-end entre filles, cette fois à Kansas City. Elle a fait sa valise pour le week-end, m'a fait un bisou sur la joue comme à un voisin et a dit « Ne m'attends pas », j'ai hoché la tête et je suis retourné tondre la pelouse. Ce soir-là, Aubrey m'a écrit. Elle est partie pour le week-end, n'est-ce pas? Oui. Tu es occupé ce soir? J'ai hésité. Mon estomac s'est noué. Je savais ce qui allait arriver. Pas d'une manière sale, mais de cette manière de « c'est un moment que vous ne pouvez pas défaire ». Pas vraiment. Je traîne ici. Puis elle l'a dit. Je peux passer? Je suis resté à fixer ce message pendant environ 5 minutes. Mon cœur battait la chamade. Ma fierté criait oui. Ma conscience était quelque part en arrière-plan, agitant un drapeau rouge, mais j'étais fatigué d'être ignoré. Fatigué de me sentir comme un fantôme dans ma propre maudite maison. J'ai écrit, bien sûr, tu peux venir. Elle est arrivée en sweat à capuche, jean déchiré et des Air Force 1. Pas de maquillage, les cheveux attachés. Elle avait l'air décontractée, mais il y avait quand même une sorte de confiance dans son énergie, comme si elle savait avec quel feu elle jouait. Nous nous sommes assis sur le porche arrière en buvant des Chine Bock et en parlant. Juste en parlant. Musique douce, la lumière du porche bourdonnant, tout le jardin arrière silencieux. Et puis elle s'est penchée en avant et a dit, tu sais, je ne comprends pas pourquoi elle te traite comme si tu étais invisible. Si tu étais à moi. Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en a pas eu besoin. Elle m'a embrassé. Lentement, intentionnellement, comme si elle y pensait depuis un moment. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne l'ai pas repoussé. J'ai laissé faire parce que, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vu. Et oui, je sais que c'était compliqué. Je sais que la situation était tordue, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Chloé était déjà partie émotionnellement. Elle avait renoncé à nous. La seule chose que j'ai faite a été de laisser quelqu'un d'autre entrer à la place qu'elle avait abandonnée. Cette nuit-là ne ressemblait pas à une vengeance. Elle ressemblait à une révélation. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Aubrey ne me désirait pas seulement. Elle me respectait. Elle me parlait comme si j'avais de l'importance. Elle n'essayait pas de me réparer ou de me comparer au gourou de la thérapie TikTok. Elle s'est juste montrée. Et ça, c'était tout ce dont j'avais besoin pour réaliser que j'avais faim de quelque chose de bien plus profond que le sexe. J'avais besoin de connexion, de respect, bon sens, d'appréciation de base. Et Aubrey, elle a apporté tout ça en une nuit. Mais croyez-moi, le vrai choc n'a pas été ce que nous avons fait cette nuit-là. C'est ce qu'elle a fait le lendemain. Et ça a tout changé. Je n'avais pas prévu que les choses se passent comme ça. Je n'avais pas de plan en réserve, pas de complot de vengeance magistrale comme les gens le pensent. Au début, je ne voulais même pas blesser Chloé. Je voulais juste de l'espace. Je voulais respirer à nouveau, sentir que j'avais de l'importance quelque part. Mais Aubrey, elle a vu ce qui se passait vraiment et a allumé toute la maudite mèche elle-même. Donc, après cette nuit, la nuit où Aubrey m'a embrassé, la nuit où je me suis débarrassé de toute cette loyauté et de cette culpabilité que je traînais, tout a changé. Pas d'une manière dramatique, de film, mais plutôt comme un changement silencieux en moi. Comme si je m'étais réveillé. Le lendemain matin, j'ai préparé le petit déjeuner, bacon, œufs, café noir, comme je le fais toujours. Aubrey s'est assise sur le plan de travail dans mon sweat, pieds nus, les cheveux encore en désordre comme si elle vivait là. Ça ne semblait pas mal. Ça ne semblait pas sale. Ça semblait juste en paix. Elle m'a regardé au milieu d'une bouchée de toast et a dit, « Tu sais que je vais le lui dire, n'est-ce pas ?» J'ai haussé un sourcil. « Tu es sérieuse ?» Elle a hoché la tête. Elle a besoin de savoir ce qu'elle a perdu. Elle a besoin de comprendre ce que ça fait d'être le second choix. Je n'ai pas dit oui. Je n'ai pas dit non. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, « Si tu vas le faire, fais-le à ta façon. » C'est tout. Plus tard dans la journée,
Chloé est revenue de son voyage entre filles. Elle est entrée par la porte, tout sourire et sac Target, des lunettes de soleil sur le nez comme si elle était une influenceuse de Los Angeles. « Salut, chérie », a-t-elle dit, me regardant à peine. « Je t'ai acheté de nouvelles chaussettes. Il y avait une promotion. Tu perds toujours les tiennes. » Je l'ai fixé une seconde et j'ai juste dit « Super. Merci. » Elle est allée à la cuisine comme si de rien n'était. Elle a ouvert un Lacroix, a commencé à parler de la façon dont son amie Taylor avait flirté avec un DJ dans le bar où elles étaient allées. C'était comme si elle vivait dans une réalité complètement différente. Une ou notre mariage ne s'était pas complètement effondré et où elle ne m'avait pas humilié devant la moitié du salon. Je n'ai pas joué le jeu. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai même pas mentionné le message que j'ai reçu d'Aubrey pendant que Chloé était encore en train de défaire sa valise. Il disait, je viens de lui écrire. Elle va perdre la tête. Je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu. 5 minutes plus tard, j'ai entendu le téléphone de Chloé vibrer. Puis encore, et encore. Au début, elle regardait juste l'écran. Je pouvais la voir debout dans la cuisine, lisant nonchalamment, buvant sa boisson. Puis toute sa posture a changé, comme si quelqu'un lui avait coupé le souffle. Elle s'est figée, sa main est tombée sur le côté, sa mâchoire s'est serrée. Puis elle m'a regardé, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte. C'est quoi ce bordel? Je n'ai pas bougé. Elle est entrée en trombe dans le salon, le téléphone à la main, l'agitant comme si c'était une arme. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas couché avec ma cousine. Dis-moi qu'elle ment. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit, elle ne ment pas, c'est tout ce que j'ai dit. Aussi simple que ça. Elle est restée là, sans voix, comme si elle ne pouvait pas croire que je gardais mon calme, comme si elle s'attendait à ce que je rampe, que je nie, que je m'explique. Mais je ne jouais plus à ce jeu. Elle a commencé à faire les 100 pas, se tirant les cheveux, en pleine crise. Tu te fous de moi? Tu es dégoûtant. Tu es malade. Tu m'as trompé avec ma propre famille. Je n'ai pas bronché. Je me suis juste levé, je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à faire un sac. Pas une valise, juste mon sac de sport, quelques vêtements, mon chargeur de téléphone, mon portefeuille et ma montre. Elle m'a suivi, criant toujours, la voix brisée maintenant. Tu jettes tout en l'air pour une petite erreur que j'ai commise lors d'une stupide soirée vin. Je me suis arrêté, je me suis tourné vers elle et j'ai dit, ce n'était pas une soirée, Chloé. Ça fait 1 an que tu m'as exclu, ignoré, rabaissé, fait sentir moins qu'un homme. Tu n'as même pas nié ce que tu as dit à tes amis. Tu as juste supposé que je dormais. Elle a essayé de m'interrompre. J'ai levé la main. Ne le fais pas. Tu as dit que ton mari ne t'excitait pas. Eh bien, ce mari est parti. J'ai fermé la fermeture éclair du sac, je suis passé à côté d'elle et je suis sorti de la maison. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas regardé en arrière. Je suis allé rester chez mon ami Mike quelques jours. Il a un appartement à Bellevue. Un petit endroit avec un canapé-lit. Quand je lui ai raconté ce qui s'est passé, il a juste secoué la tête et a dit, « Putain, mec. » Et moi qui pensais que mon ex était mauvaise. Aubrey ne m'a pas écrit pendant un moment. Je savais qu'elle avait besoin d'espace, mais elle a pris de mes nouvelles. Juste des messages courts. Ça va? Tu as besoin de quelque chose? Elle m'appelle sans arrêt. Je n'ai pas répondu pendant quelques jours. Puis, un soir, je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. J'ai juste dit, merci de m'avoir vu, d'avoir dit quelque chose quand personne d'autre ne le faisait. Elle n'a pas dit grand-chose. Juste, je suis là. Nous ne nous sommes pas précipités dans quoi que ce soit après ça. Pas de mise à jour de statut de relation, pas de publication sur Instagram, juste une entente silencieuse entre 2 personnes qui avaient été manquées de respect, utilisées et sous-estimées. Pendant ce temps, Chloé, elle a perdu la tête. Elle m'a appelé au moins une 12aine de fois au cours des 2 semaines suivantes. Elle a laissé des messages vocaux en pleurant, en criant, en suppliant, en jurant, puis en s'excusant. Un message s'est démarqué. Tu as fait passer ton message. J'ai compris. Mais ne penses-tu pas que je mérite une autre chance? Non. Tu n'as pas le droit de décider quand tu respectes quelqu'un. Tu n'as pas le droit d'humilier ton mari et de paniquer quand quelqu'un d'autre le traite comme un être humain.
Tu n'as pas le droit d'appeler ça une stupide erreur quand tu embarrasses publiquement l'homme qui t'a aimé à travers tout. Alors je n'ai pas répondu, et je ne le ferai jamais. Maintenant, j'ai mon propre appartement, ma propre vie, ma paix retrouvée. Le travail va bien, mon camion fonctionne parfaitement et j'ai recommencé à sourire. Pas parce que je me suis vengé. Pas parce que j'ai couché avec sa cousine, mais parce que je me suis souvenu de ce que ça fait d'être assez pour moi-même. Et c'est un sentiment que personne ne peut m'enlever. Pas même elle. Elle a dit, mon mari ne m'excite pas, sa cousine a dit, moi, si. Laisse-moi te le prouver. L'une l'a dit comme une blague, l'autre avec toute son âme. Et moi, je suis juste parti en silence et je n'ai jamais regardé en arrière.